Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur LCF et aussi sur City FM 89.9 MHz pour l'émission Tortor de ce vendredi 6 janvier 2016 a en studio le confrère Petit Fabrice. Il est le directeur du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui on a deux invités. Le premier est déjà là avec nous, il s'appelle Dani Aïda. Il est expert en gouvernance et en démocratie. Bonjour Dani. Bonjour Julien. Merci d'être là. C'était un plaisir. Ouais. Dans la seconde partie, nous serons rejoints par un invité politique. Il s'appelle Dr Georges William Cusson. Il est le président du parti Santé du Peuple. Mesdames, Messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 6 janvier 2017, nous commençons par le journal Liberté, le quotidien privé qui écrit « Commission de réflexion sur les réformes ». Un fan club de Fort Gnassingbé pour tailler des réformes sur mesure. Le prince en roue libre vers son septennat voulu. Interrogation de la réponse surtout dans le journal Liberté. Décryptage du rapport de conciliation 2014 de l'ITIE. Baisse des revenus générés de 23% entre 2013 et 2014. L'or, troisième ressource d'exploitation du Togo après les phosphates et le clinker. Infrastructure sanitaire, contrat saisissant, un centre de santé moderne pour les Ghanéens, un mouroir pour les Togolais. Gestion opaque dans la rénovation des immeubles appartenant à l'État togolais en France. Dans les cases également ce jour, le journal Fraternité de Joël Ega. Le journal titre à sa une, incendie des grands marchés, Cabinda, Sylvanus Olympio, cathédrale de Lomé. Exorciser le Togo des larmes et feux de janvier. Lutte contre la corruption, le TR rallie à sa cause les contribuables. Politique énergétique au Togo, de l'électricité pour 90% des Togolais d'ici 2030. Noël et Nouvel An, comment ont fêté les Togolais et les Togolais de la majorité. La Nouvelle Tribune est avec nous ce matin, le journal titre à sa une, la minorité et ses affaires. Essoyaba Boukwesi a signé pour escroquerie. Les 96,658 millions de 230 francs CFA de la discorde. D'un Boukwesi à l'autre, affaire Baga, Payadoua Boukwesi défie le médiateur de la République. Togo Matin titre à sa une, commission de réflexion sur les réformes, pourquoi l'obligation de réussite internationale, perspective 2017, ces événements avec lesquels il faut compter, Cannes 2017, épervier la liste Claude Leroy connue. Harakiri est aussi dans les kiosques, le journal titre à sa une, interview de Nador Aoukou, président du comité intérimaire du CAR, une candidature de Maître Abouibo n'est pas à exclure, mais la décision lui revient. La situation des Togolais au Gabon, un casse-tête chinois pour l'ambassade togolaise. Et puis enfin avec nous ce matin, Caleb Sport, en route pour la Cannes 2017, état d'esprit, objectif, les voyants au vert pour les éperviers. Cannes 2017, les forces en présence, calendrier complet. Bien, c'est tout pour la une des journaux de ce matin, le jingle annonçant la première partie de l'émission. Nous retournons ensuite avec nos invités par Fabrice Petit du Libéral et Dani Aïda, il est expert en gouvernance et démocratie. Rebonjour. Bonjour. Alors, on va parler de la commission des réformes, commission de réflexion sur les réformes, c'est la précision. Le gouvernement a nommé donc les membres de cette commission mardi dernier. Il faut signaler que déjà 2 ans auparavant, la présidente de cette commission avait été nommée à la personne de Mme Awanana. Donc 2 ans après, aujourd'hui, on connaît les membres de cette commission. On peut dire que les réformes, c'est pour bientôt, Fabrice Bédissi. Oui, c'est vrai que c'est un pas, mais la réforme pour bientôt, je ne saurais le dire, parce que comme vous l'avez su bien préciser, c'est une commission de réflexion, donc elle va réfléchir pendant combien de temps, on le saura plus tard, et quelles seront les propositions qui vont sortir de cette réflexion. Alors on le verra également, et maintenant cette proposition-là, quels commentaires les acteurs politiques en feront, et vous voyez que on n'est pas encore au bout du rouleau, même si on peut considérer que c'est un pas de plus dans ce processus de recherche des réformes au Togo. Et donc par rapport aux commissions précédentes et tout ce qui a été fait dans le passé en ce qui concerne ces réformes-là,
Et c'est pour cela il ne faudra pas trop s'enthousiasmer pour dire bon voilà, pousser un nouveau de soulagement de sitôt pour dire que voilà, on y est, on a les réformes. Non, c'est une étape, oui, je reconnais, mais beaucoup de choses peuvent survenir, ce qui fait qu'il faut toujours attendre de voir ce qui va se passer avec cette commission dont peut-être qu'on en parlera. Il y a déjà une polémique autour de sa composition. Oui. Alors, Daniel Ida, vous êtes donc expert en gouvernance et en démocratie. Vous êtes notre premier invité ce matin. Vous suivez aussi l'actualité de très près. Je rappelle qu'il est togolais. Il vient d'étranger, mais de temps en temps, il est de passage, il vient nous voir ici. Alors, vous êtes là quand, vous étiez là quand la commission a été mise sur pied, ou bien les membres étaient nommés. Vous êtes au courant qu'au Togo, on parle de réforme politique depuis plusieurs années déjà, et que, voilà, les membres de la commission, d'une commission de réflexion ont été donc nommés. D'abord, quelle est votre réaction à chaud? Alors, j'ai apprécié en tant que Togolais d'abord la mise en place d'une commission. Du moins, est-ce que le gouvernement togolais à ce moment a décidé enfin de prendre une initiative qui se rapporte à des réflexions pour mener des réformes. Mais quand on parle de réforme au Togo, bon, ce n'est pas une initiative nouvelle. Alors, on se pose beaucoup de questions. Dans quel contexte intervient la mise en place de cette commission et quelle est sa feuille de route, quel est le mandat qu'on lui confie. Bon, l'autorité qui a nommé ces personnalités n'a rien précisé pour le moment. Ouais. Maintenant, il se fait que la dite commission, selon ce que je comprends, existe depuis longtemps et la présidente est même connue. Oui, depuis 2 ans. Voilà, donc quand on voit les choses ainsi, je crois que on peut conjecturer, le gouvernement togolais veut peut-être à sa manière engager certaines réformes dans le pays. Ce gouvernement qui se prévaut d'une majorité a le droit de faire ses réformes. Quitte à ce qu'un futur gouvernement, s'il est issu de l'opposition, puisse remettre en cause ces réformes-là. C'est de bonne guerre dans les systèmes démocratiques. Donc je crois, et quand j'ai vu des commentaires, bon, évidemment l'opposition a de quoi contester. Vous pensez que l'opposition a raison de parler de consensus puisque l'accord politique global provoque que les réformes soient faites de façon consensuelle? C'est là où je vous parle des termes de référence inconnus, vous voyez. Est-ce que ces réformes que le gouvernement veut faire se rapportent à l'accord politique global? Est-ce qu'elles se rapportent aux conclusions de la commission Vérité et Réconciliation? Est-ce que ça se rapporte aux conclusions de l'atelier organisé l'année passée par Ashkroun? Il y a pas mal de références qu'on peut trouver, mais pour le moment, l'autorité n'ayant pas précisé, on va spéculer, et c'est le sport favori apparemment dans notre pays ici. Et je ne sais pas si cela plaît ainsi aux autorités publiques du Togo de mener les choses dans cette direction. Tous les gouvernements du monde font des réformes. Réformes politiques, réformes publiques, dans toutes les politiques publiques. Il faut prendre le courage justement de faire les réformes et c'est celui qui pilote ces réformes-là qui donne les orientations. C'est pour cela que moi je ne voudrais pas spéculer même sur la composition de cette commission. Le président est libre de s'agir qui il veut pour réfléchir et que ces gens lui fassent des propositions. Maintenant, vous savez, il y aurait, en termes de changement politique, il y a pas mal de voies. Une des voies consiste à se concerter, à discuter et puis à trouver des compromis. Je pense que la classe politique togolaise a eu plusieurs occasions, elle n'a pas trouvé de compromis. Mais lors du dernier atelier Ashkroun, il y a des points d'accord qui ont été donc retenus, une centaine environ. Ces points ont été soumis au gouvernement, mais ces points sont de côté. Maintenant, on demande à une nouvelle commission de réfléchir sur les réformes à opérer. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que nous aimons beaucoup les réflexions au Togo. Bon, mais pas en œuvre, il y a pas mal de choses depuis 1993, depuis notre conférence nationale, avant donc 1993, il y a eu pas mal de compromis, pas mal d'engagements pris qui n'ont jamais été mis en œuvre. Ça veut dire que sur la nature même des changements à opérer dans la politique publique togolaise, on ne s'est jamais mis d'accord. C'est pour cela que moi je voudrais qu'on prenne le risque de concéder au gouvernement le droit de faire des réformes qu'il veut. C'est ça. Et qu'on voit jusqu'où il peut aller. C'est ça. Fabrice Bédiesi, donc on a vu, l'opposition n'est pas contente aujourd'hui. L'opposition lève le doigt pour dire, écoutez, c'est pas ce qui a été prévu, il faut que nous ayons aussi nos yeux dedans pour voir clair. Et la composition, l'opposition même dit que c'est les gens du pouvoir, en citant Aoumé Zounou, Adioté Tayassor et consorts. Que faut-il faire? Oui, mais bon, je crois que
la position de l'opposition aujourd'hui est un peu surprenante parce que tout à l'heure on disait à quoi cela se rapporte, cette commission. Moi je crois qu'elle se rapporte beaucoup plus aux recommandations issues quand même de cet atelier du H-Kroll. Et donc à la veille même de cela, on se souvient, le chef de l'État sur une chaîne internationale, notamment la Deutsche Welle, avait déjà tracé plus ou moins le portrait robot de cette commission-là en disant dans cette commission, on ne devrait pas avoir des partis politiques, enfin des gens qui seront envoyés par des partis politiques. Mais il n'a pas d'universitaire. Oui, parce qu'il estimait que par le passé, on a eu quand même plusieurs cadres où il y avait les acteurs politiques et ils n'ont jamais réussi à s'entendre. Peut-être c'est parce que chacun veut tirer le drap de son côté. Et donc, par rapport à cette description, on s'attendait effectivement à une commission où on n'aura pas des hommes politiques. Et il avait parlé des universitaires, des gens de la société civile et tout cela. Alors cette commission, c'est pour cela, je parlais de la polémique autour de sa composition. Nous avons des universitaires là, certes, mais il y a quand même certaines personnalités qui, de par leur formation, méritaient bien d'être dans cette commission, mais compte tenu du fait qu'ils ont eu à occuper des postes politiques, aujourd'hui, ils sont un peu entachés. Et on se dit que bon, si le parti au pouvoir a pu envoyer les siens dans cette commission, pourquoi ne pas l'ouvrir également à l'opposition? Je crois que c'est là. Mais est-ce que l'opposition accepterait d'y aller? Parce que d'abord au niveau de l'atelier de H-Kroll, c'est vrai, plusieurs partis d'opposition ont participé, mais l'ANC, par exemple, le CAP 2015 avait boycotté. Oui. Alors, c'est ce sont les résultats de cet atelier-là, cette commission. Alors, est-ce que il pouvait y aller, point d'interrogation, mais aujourd'hui, c'était clair qu'on ne s'attendait pas à avoir des gens politiques dans cette commission, mais le pouvoir a pêché un peu en nommant dans cette commission certains qui sont estampillés hommes politiques. Je prends le cas de Aoumé Jounou, c'est vrai, il est juriste, publiciste, il peut se retrouver dans ce qui se fait, mais du fait qu'il ait occupé un poste comme le poste de Premier ministre, c'est un poste politique. Et donc du coup, tout de suite, on se dit qu'il est bon, c'est un homme politique qu'on envoie. Ayassor, c'est un constitutionnaliste, il est juriste de formation et donc il méritait bien d'y être. Mais il a occupé un poste ministériel que je considère comme un poste politique. Et quand je prends également Dr Iou, c'est vrai il est médecin, mais lui, il est plus activiste. Ouais, c'est un ancien ministre, je crois. Ancien ministre de la Santé. Et donc, je crois qu'il a quand même pris certaines positions. Il a l'habitude des positions qui le rattachent un peu au pouvoir. Et donc, bon, à part cela, et les trois universitaires, tout ce qu'on leur connaît comme activité, c'est leur profession à l'université, notamment Kokoroko, Batiana et Sahana et puis Podar. Et tout cela. Mais comme l'a dit M. Aïda, le chef de l'État, puisque c'est lui qui nomme, il était libre de nommer qui il veut pour réfléchir aux réformes. Alors visiblement le chef de l'État togolais est sur les traces d'Alassane Ouattara qui a fait la même chose et qui a nommé une commission pour réfléchir, enfin qui a fait une proposition et après on est passé donc à une nouvelle république en Côte d'Ivoire. Il y a le référendum a été organisé, la constitution a été votée, ils sont passés à la troisième république. Alors visiblement c'est comme si au Togo on tend vers le même chemin. À l'issue des travaux on aura un projet de loi. Et après tout on passera donc à un référendum et on ira à la 5e République. Est-ce que ce sera la même chose pour le Togo? Peut-être. Vous savez, l'action politique togolaise n'est pas lisible du tout. On ne voit pas quel est le canevas qu'on suit. On ne voit pas de trajectoire claire. Et moi, une des choses que je fais chaque jour, même loin du Togo, c'est de me renseigner. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Quelle initiative on prend? On vient de terminer une année, on commence une nouvelle, on spécule, on parle de 2020 bientôt. À la veille, en 2015, les élections qui sont organisées, c'était pas sûr dans un cadre consensuel. Oui. On parlait de commission tout à l'heure. Là où l'opposition n'a pas raison, et je reviendrai à votre question, c'est que ce n'est pas une commission paritaire. Il y en a, oui. Je crois que cette opposition même a intérêt à suivre et à prendre au mot le président pour dire bon, on va voir où vous voulez aller. Il y a eu des rapports de force dans ce pays. Si les rapports de force allaient dans le sens de ce que l'opposition voulait, évidemment, les réformes se feraient dans ce sens-là. Et depuis le chef de l'État précédent, le père de l'actuel, ça n'a jamais été fait. Donc on est dans ce cas de figure-là où le pouvoir considère qu'il est assez fort, qu'il a une majorité, qu'il n'est même pas tenu de suivre ce que l'opposition veut.
et l'échec de tous les dialogues précédents sont là. Maintenant, en termes de référence, vous parlez de la Côte d'Ivoire, et c'est que le Togo, bon, on voit pas mal de missions de gauche à droite. Tantôt c'est vers le Maroc, qui est quand même un royaume, tantôt c'est vers le Rwanda, qui n'est quand même pas la plus grande démocratie en Afrique. Ben, on attend de voir quelle est la trajectoire que le chef de l'État du Togo est en train de donner à cette commission. Évidemment, qu'elle soit composée de ces amphis, de cet amu. Bon, en fin de compte, on va voir, nous, ce qu'on voudrait voir le plus rapidement, c'est un calendrier. Quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez? Quels sont les produits, les livrables que vous devez à votre mandat? Et en fin de compte, quelles seront les formes que les réformes en tant que telles vont prendre? Est-ce qu'on va consulter la population togolaise? Est-ce qu'on s'oriente vers une nouvelle constitution? Est-ce que cette nouvelle constitution, quand elle est mise en place, est applicable à ceux qui dirigent actuellement, y compris le chef de l'État lui-même? Est-ce qu'il y en a... Dans la pratique, qu'est-ce que se fait? Est-ce que c'est rétrospectif de la loi rétroactive ou bien c'est d'application immédiate? Alors, ça fait partie, heureusement que je ne fais pas partie de la commission. Il y a des grands experts dans cette commission qui vous le diront. Mais l'expérience récente en Afrique a démontré que les réformes constitutionnelles ne rétroagissent pas normalement. Voilà, sur ce plan, du moins en termes de... Quand on change par exemple de type de régime, voilà, ça ne devrait pas rétroagir. Sinon, ça remet le compteur à zéro. Ça, c'est une jurisprudence connue en droit français, applicable par la plupart des pays, comme le nôtre. Alors, si on vous demandait, vous, d'aider le Togo à faire les réformes politiques, que ferez-vous? Que proposerez-vous en tant qu'expert en gouvernance et en démocratie? Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? De par vos expériences. Très bien. Ce qui est bon pour notre pays, c'est que depuis 1991, de la conférence nationale qui a plus ou moins échoué parce qu'on n'a pas trouvé un compromis qui a été appliqué jusqu'à toutes les concertations qu'on a eues, les Togolais ont eu déjà suffisamment à réfléchir sur la forme de régime qu'il nous faut, sur le type d'administration publique qu'on a envie de mettre en place, sur le pluralisme politique, comment il doit fonctionner, sur les libertés publiques individuelles à mettre en place. Donc, de ce point de vue, quand on part de ce qu'on a vécu, sur le plan de la constitution qu'on a actuellement, quels sont les reproches, tous les changements qui ont été faits, est-ce que ça a été venu sous les formes qu'il fallait? Donc, au finish, on ne partirait pas de zéro. Le Togo a vécu une expérience et il eût été mieux qu'on parte de cela, qu'on fasse le point, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre démocratie jusqu'à présent, et qu'on amène un certain nombre d'acteurs à réfléchir sur cela. Aujourd'hui, qu'on réunisse dans une salle, dans un atelier des gens, quels que soient ceux qui représentent, et qu'on dise qu'est-ce que nous voulons, et qu'on ressasse de même sujet, ça n'importe pas grand-chose. Mais je suppose que la commission qui va fonctionner là aura juste à conseiller le chef de l'État sur comment orienter les réformes publiques dans ce pays pour aller dans le sens de la mise en place d'un État de droit démocratique. Donc, de ce point de vue, je crois que, à mon avis, il ne faut pas réinventer la roue. Les Togolais ont déjà clairement exprimé ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, il vaut mieux améliorer des aspects de nos politiques qui ne sont pas efficients. Quoi par exemple? Il y a pas mal d'aspects. Notre système électoral n'est pas bon du tout. Notre système électoral n'est pas bon. Il n'y a pas eu une seule élection dans ce pays qui n'a pas été contestée. Notre fichier électoral actuel, ça ne vaut rien. C'est l'un des plus arriérés sur le continent. J'étais au Ghana il y a quelques semaines. C'est impressionnant. Quand vous voyez même un pays comme la Gambie qui arrive à faire des élections qui ne sont pas contestables sur le point de vue du résultat, même toute proportion gardée, même s'il n'y a jamais revenu sur sa décision, vous vous posez des questions, vous dites, mais nous, Togolais, quand même, on pouvait aussi améliorer nos systèmes. Et là, je crois que c'est là où moi j'attends de la part des dirigeants des actes de courage, au fait. Il y a certaines réformes qu'ils feront qui ne les rendront pas plus populaires. Mais parce qu'ils croient que c'est ça qui est bon pour le pays, ils sont obligés de passer par là. Vous voyez, donc je crois que même les régimes, les démocraties les plus anciennes font des réformes. Des réformes, on ne vit que de ça quand on parle de politique publique. C'est ça. Alors, Fabrice Bédizi, donc on le voit visiblement, en temps vers une 5e République, si vraiment il faut écouter les indiscrétions de gauche à droite, peut-être d'ici 2020, on remettra le compteur à zéro, peut-être qu'on passera au septennat, comme le disent certaines fuites, qu'il faut décider de faire encore 14 ans au pouvoir, ou bien d'obliger encore 2 mandats. Fabrice Bédizi. Je crois que c'est à l'issue donc les résultats. À l'issue donc du travail de cette commission on aura plus ou moins une idée exacte de la ligne de conduite, ou du moins c'est de la trajectoire qu'est en train de définir le pouvoir actuel par rapport aux réformes au niveau du Togo. Mais c'est vrai que le chef de l'État l'a déjà lâché pour dire qu'en réalité, quand on parle généralement de réformes au Togo, il y a une certaine fixation
sur le mandat présidentiel, le nombre de tours, la nature du régime et tout cela. Et le chef de l'État a eu à le dire plusieurs fois qu'en réalité, il souhaiterait aujourd'hui des réformes de fond en comble, de façon globale. Et donc, quand on parle ainsi, effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on évolue vers une nouvelle constitution. Et donc, une constitution peut-être qui prendra en compte beaucoup de préoccupations pour asseoir une certaine stabilité par rapport au Togo, parce que celle de 92, c'est vrai qu'elle avait été votée en majorité, mais il y a eu des retouches en 2002 et tout cela. Et donc, oui, 5e République, mais maintenant, quelle est la durée, quel temps ça va prendre et tout cela, aujourd'hui, il est difficile de le savoir. C'est pour cela que je dis, voilà, la commission là n'a pas pour mission de faire des propositions qui s'imposent, parce que les résultats seront discutables au niveau de la classe politique, et peut-être qu'on irait à un référendum. À l'Assemblée, on sait que le parti pouvoir est majoritaire et ça passera aux 2 tiers, et après on ira au référendum comme on a vu à Côte d'Ivoire. Oui, mais il y a de fortes chances qu'on aille à un référendum. S'il faut changer de république, je crois qu'il y a de fortes chances qu'on aille à un référendum. Et donc, pour cela, bon, on verra. On attend de voir. Oui, Daniel Aïda. L'initiative actuelle du gouvernement peut se révéler dangereuse. Je m'explique. Vous savez, on est au Togo sur beaucoup de questions. La classe politique ne s'entend pas. Alors, si vous réunissez des techniciens pour dire quelle est la meilleure approche pour moi, dirigeant actuel, de m'en sortir et qu'ils vous trouvent les solutions, ces solutions peuvent être la source de nouveaux problèmes que vous aurez du mal à gérer. Donc, il y a des occasions où il vaut mieux se concerter en tant qu'acteur politique, mener des négociations pour trouver des solutions qui arrangent la majorité des acteurs, que de trouver des solutions temporelles qui satisfont uniquement aux desiderata de celui qui tient les rênes du pouvoir actuellement. Donc, c'est pour cela que la classe politique, l'opposition a raison de bouder, mais les dirigeants actuels doivent se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut attendre des techniciens, juristes et autres, et qu'est-ce que nous devons obtenir de nos opposants aussi comme compromis? Parce que si on abandonne, parce que les dialogues, bon, l'opposition peut-être a souvent réclamé des choses, évidemment elle est bien fondée pour les réclamer, et qu'on croit qu'on trouverait son salut en se confiant à des juristes, quelle que soit leur érudition. Je ne vois pas les juristes régler définitivement la question politique au Togo qui est fondamentale. Cette question, c'est que nous ne sommes pas encore dans un système de démocratie, d'une gouvernance démocratique réelle, parce que les politiques publiques, pour beaucoup de Togolais, ne reflètent pas leurs desiderata. Donc, je crois que cela, une telle commission ne peut jamais résoudre ce problème. Oui, alors... Mais il faut qu'elle évolue. Est-ce que vous ne pensez pas que... tout à l'heure, on a essayé de faire un peu l'historique de tous les dialogues de concertation et tout cela, où on n'a jamais eu la chance de dégager ce consensus. Même le pouvoir qui a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale n'a pas trouvé également un consensus autour du texte qu'il a été. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il faut toujours passer le temps à rechercher un consensus avant d'y aller, on ne va pas tourner en rond pendant longtemps? On va le faire. Je vis dans un pays qui vient d'enchaîner des dialogues. Actuellement, ce sont des événements. La RDC. Vous savez, on ne se fatigue jamais de discuter pour chercher la voie quand il s'agit des intérêts de nation. Et les fils de ce pays, les fils et filles sont capables. Et les Togolais sont assez intelligents pour y arriver. Si les essais, les tentatives antérieures n'ont pas réussi, c'est que parfois la volonté politique n'a pas été suffisante. Regardez le théâtre offert à l'Assemblée. Le gouvernement qui on fait des choses, on envoie à l'Assemblée, vous avez la majorité. Évidemment, les députés togolais, on sait toujours dans quel sens ils votent et quelles consignes ils respectent ou pas. Donc ça, c'était une mise en scène parfaite qu'on avait observée. Maintenant, actuellement, il y a des choses, vous voyez, et le dialogue Togo Télécom, comme vous l'avez nommé, a échoué tout simplement, entre autres raisons, parce que l'opposition a dit que les accords qu'on trouverait devraient s'appliquer au système actuel. Donc, et on arriverait à un moment où on considérait que le président en poste aurait fait déjà 2 mandats et ne serait plus éligible. Ça a entraîné un certain blocage. Donc il faut aujourd'hui négocier. Et je crois que les Togolais, et je ne parle pas de dialoguer, pas de négocier. Il faut que chaque parti arrive à faire des concessions pour dire, voilà, ok, on est arrivé à un niveau en termes au moins des normes, que ce soit constitution institutionnelle, acceptable. Et vers cela, on peut concéder et aller de l'avant. Le Togo veut lutter contre la corruption, dont le gouvernement, le Conseil des ministres, a nommé les membres d'une haute autorité de lutte contre la corruption et les crimes économiques. C'est clair aujourd'hui que le Millennium Challenge à compte est passé par là. Fabrice Bédési.
Oui, mais c'est possible, mais il faut aussi dire qu'on en avait besoin. Sauf que maintenant, il faut que ces commissions-là qu'on met sur pied, faut pas le faire, les mettre pour faire plaisir, je sais pas, aux bailleurs ou aux partenaires. Il faudra qu'elles soient efficaces dans la pratique pour que les Togolais puissent vraiment tirer un bénéfice de ça, parce que aujourd'hui, quand on prend le TOF des membres de cette commission, parfois on est tenté de se poser la question de savoir s'ils pourront vraiment faire bouger les lignes. Et chaque fois on rappelle le chef de l'État à ce fameux discours où il parlait d'une minorité, où on a certains semblé dire qu'apparemment il n'avait pas. Il y a eu le discours qui est passé, la parole est passée, mais il n'y a pas eu d'actes qui ont suivi. Elle a dit c'est la minorité qui pille les richesses du pays, mais depuis la minorité n'est pas inquiétée et le scandale financier continue. Oui, donc c'est pour cela et l'idée d'une commission est une bonne chose, mais il faut qu'elle soit vraiment... C'est même pas une commission, c'est une haute autorité. C'est une institution de la République. Oui, donc c'est presque la même chose. Bon, l'essentiel, on les attend sur les actes qu'ils vont poser concrètement pour qu'on sache si on va vraiment tirer un intérêt ou pas. Parce que je crois que les partenaires également ne vont pas juste se contenter de l'existence des institutions pour valider certains éléments. Ils ont quand même des enquêtes qu'ils mènent pour voir si ce pays est capable de valider tel indicateur ou pas. Donc je crois que aujourd'hui on va pas se dire le fait d'avoir mis la commission ça s'arrête là. Et donc il y a eu quand même d'autres institutions, notamment la Cour des comptes, dont aujourd'hui on trouve quand même... On voit les limites. Ouais, on voit les limites. Elle est inefficace, elle est nécessaire limite. Là aussi il faut beaucoup de réformes parce que une Cour des comptes où on envoie par exemple des anciens ministres qui ont eu, peut-être qui ont aussi des comptes à rendre et qui sont obligés d'aller siéger au niveau d'une Cour des comptes, vous voyez que ça va être difficile vraiment de faire un travail sérieux sur le terrain. Et donc aujourd'hui, la haute elle a été mise en place, mais il faut qu'elle travaille. Mais je crois que c'est la pratique qui va vraiment me convaincre. La nomination en elle-même, c'est un pas parce que il faut commencer par là, mais il faut qu'elle travaille sur le terrain pour que les Togolais soient convaincus. Et c'est sur ce point-là, je suis un peu pessimiste quand vous voyez un peu l'environnement de ce pays où on a l'impression que certains ne sont pas du tout inquiétés. Est-ce qu'ils peuvent vraiment déplacer les montagnes? Je crois que on attend de voir. On attend de voir. Daniel, quand vous étiez encore journaliste, il y avait la commission anticorruption sous Yadema. Aujourd'hui, Fournier nomme une haute autorité pour lutter contre la corruption aussi et les crimes économiques. Est-ce que vous y croyez sincèrement au Togo? Non. Vous savez, la lutte contre la corruption a un autre nom, c'est la lutte pour la transparence dans la gestion publique. Et quand on est bon dirigeant, quand on est clairvoyant, quand on a une administration à gérer et quand on a des institutions en place, la lutte contre la corruption passe par le respect de de normes et de procédures. Et ça, c'est pas une autre autorité qui implémente ça. C'est la gestion au quotidien des affaires publiques qui doit pouvoir respecter ces référentiels-là. Au niveau de mon pays, et ça, je suis un peu malheureux de constater que c'est pour bénéficier d'un compact de Millennium Challenge Account qu'on le fait. J'étais encore au Burkina quand le Burkina a suivi le processus pour ça. C'est assez différent. La coopération internationale n'est pas bête. Des gens, comme mon collègue le disait à l'instant, ont d'autres références pour apprécier les efforts faits par l'État pour arriver à un niveau de gouvernance meilleur. Et on est éligible au compact de Millennium Challenge Account sur la base d'instruments d'approche. Et parfois, il y a des rapports faits parfois même par la société civile, par Transparency International. Ils lisent des articles des médias, il y a pas mal de choses qu'ils voient. Maintenant, quand vous prenez une mesure cosmétique qui consiste juste à mettre en place une institution pour dire voilà, la lutte contre la corruption n'est pas que répressive, elle est même préventive aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les Togolais qui sont dans l'administration, par exemple, il n'y ait pas d'enrichissement à cause, il y a des gens, on se demande comment ils ont acquis certains biens quand on connaît ce qu'ils gagnent. Donc, il y a les délits d'apparence. Ils n'ont pas gagné la loto. Les délits d'apparence qui sont là. Donc, est-ce qu'au niveau de la législation aujourd'hui, le Togo est prêt à lutter contre la corruption? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que les juridictions ordinaires du Togo sont compétentes pour connaître des infractions liées à la corruption, à la concussion et toutes les infractions connexes? Quand on se pose ces questions, alors on apprécie mieux la décision prise par l'autorité numéro 1 du Togo pour dire je mets en place une autorité. Pour le moment, on lui concède ça encore, mais pour moi, je suis très sceptique et je crois que c'est une mesure cosmétique et qui ne fera que l'effet
de pommade. Quelle marge de manœuvre pour les membres de cette commission? On se pose la question, vous savez, quand je crois, je viens de vous écouter, vous avez parlé d'une Cour des comptes qui existe ici. Oui. La Cour des comptes régulièrement doit produire des rapports sur la gestion des finances publiques, un certain nombre de choses en se référant aux différentes lois de finances qui sont votées chaque année dans le pays. Et il appartient aux autorités de mettre en œuvre les recommandations de ça. Non, là, ça ne commence pas là. Donc la marge de manœuvre d'une nouvelle haute autorité, ça verra, ce sera certainement comme toutes les commissions qu'on met en place. Vous savez, c'est quand on est en situation de crise qu'on fait appel à des mesures exceptionnelles en matière de gestion publique. Dans la situation normale, on donne l'impulsion nécessaire aux institutions ordinaires pour qu'elles fonctionnent. Pour qu'il y ait corruption, pour que la corruption s'arrête au Togo, il faut que les juges togolais sanctionnent la corruption là où ça s'est appliqué. Il faut que même ils soient transparents dans les décisions qu'ils rendent. Il y a la gestion du foncier au Togo. Quand vous prenez la façon dont... Moi, j'ai déjà acquis pas mal de parcelles dans ce pays qui a disparu parce qu'il y a conflit, parce qu'on aurait revendu à des gens. Ouais. Et c'est malheureux que les Togolais vivent dans ces situations. Ils ne se sentent pas protégés. Et je n'attends pas une haute autorité venir compenser tous ces déficits. Alors, on va passer à un dernier sujet avant de recevoir notre invité, M. William Koussé est déjà là. Alors, le concours est né. Il y a vraiment un truc autour de ce concours-là. Ce concours a été organisé il y a une première fois. Les résultats sont tombés. On a annulé les résultats de Tchévi et de Dapaon. Les candidats ont recomposé à Tchévi et à Dapaon. Les résultats sont sortis sur environ 1500 candidats. Tchévi 1 admis sur environ 1500 candidats. Et à Dapaon sur 3000 candidats, 0 admis. Le gouvernement décide de passer encore le concours pour la troisième fois, ce sera le 25 janvier. Mais que se passe-t-il au niveau de ce concours? Oui, on est en droit de se poser cette question. Que se passe-t-il? Bon, est-ce qu'on avait encore besoin d'organiser encore un concours sans nous dire exactement est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont réussi 3000 candidats, 0 admis. Oui, mais on ne peut pas avoir cette situation-là quand on parle d'un concours. Un concours, c'est le meilleur concours. Oui, un concours est différent d'un examen. Un examen, on fixe une moyenne. On dit, bon, celui qui a 12 passe. Donc, tous les candidats peuvent passer. Mais un concours, on dit, bon, on veut 10. Ça voudrait dire que même si les 10 premiers n'ont pas la moyenne, on veut dire ils sont les meilleurs parmi ceux qui se sont inscrits pour passer ce concours-là. Donc, on ne peut pas dire qu'on organise un concours et personne n'a réussi. Alors qu'avant d'organiser le concours, on se disait nous voulons tel nombre de personnes pour envoyer en formation. Et bon, mais ça cache quelque chose alors? Ça cache quelque chose. Ce qui ça cache, c'est simple. Bon, généralement, les concours au Togo, il y a la question de géopolitique, il faut jouer là-dessus. Et c'est pour cela, c'est pas toujours les meilleurs qui passent. C'est-à-dire, on répartit d'une région à une autre. Il faut que dans la savane, on ait tel nombre, dans les plateaux, tel nombre. Dans les plateaux, tel nombre. Et on l'a vu de par le passé sur le plan universitaire où on octroyait les bourses. Vous mettez la préfecture sur le dossier? Oui, donc on octroyait les bourses sur la base géopolitique pour dire, bon, il ne faut pas léser tel coin et tel autre. Vous allez voir que, bon, quelqu'un qui est peut-être dans une zone où il n'y a pas assez d'étudiants, a la chance d'avoir la bourse, alors que quelqu'un a une très belle moyenne dans une zone où, bon, le taux de scolarisation est très élevé, mais bon, parce que pour des raisons liées à ses origines, il ne l'aura pas. Et je crois que cette politique, même si elle contribuait à résoudre un problème, à équilibrer, elle ne valorisait pas la compétence. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, par rapport à cette situation de l'ENI, c'est la même situation, apparemment, c'est le même problème. Bon, les gens disent dans notre région, personne n'a réussi. Bon, il faut refaire. Et donc, et puis maintenant, c'est bizarre. On ne peut pas faire un concours pour un même objectif, avoir certains qui sont déjà retenus et venir faire un concours juste pour une région. Pour moi, je crois que soit on annule tout et on recommence sur l'ensemble. Parce que à un moment donné, ceux qui seront retenus, nous n'avons pas passé le même concours, nous n'avons pas eu les mêmes épreuves. Puisqu'il y a eu déjà une partie qui est retenue et maintenant, ou alors tout simplement, ils font des listes additives en tenant compte de ces critères qu'ils ne veulent pas mettre sur la place publique. Daniel Mou, on se sépare? Malheureusement, c'est un dossier que je ne maîtrise pas, mais en matière de gouvernance, ça ressemble à un peu ce qu'on appelle le pilotage à vue. Et ça veut dire quoi? On fait des choses sans qu'il y ait des objectifs bien précis fixés. Normalement, l'éducation, c'est un domaine assez sérieux. Et il y a pas mal d'institutions crédibles dans ce pays qui sont en charge de ce domaine. Donc, quand on organise des concours, normalement, on sait ce qu'on recherche. Et on sait ceux qui sont éligibles au concours déjà, et on les trie, n'importe qui ne se présente pas à ces concours.
Bon, je disais sur un forum hier que pour l'État, ça fait bien parce qu'il faut encore des dossiers les gens croient que c'est une forme de rapine publique et je voudrais croire que ce n'est pas la raison pour laquelle on répète ces concours. Mes pauvres concitoyens qui n'ont jamais gagné. Merci, mesdames et messieurs. On va marquer une pause. On se sépare de Dani Aïda. On se retrouve bientôt. Et derrière, nous, on va retrouver notre invité, William Couissant. Il est le président du Parti Santé du Peuple. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Georges William Couissant, il est le président du Parti Santé du Peuple. Il est nous invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et content de vous avoir pour la première fois dans ce studio dans Toc Toc. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs, leur présenter mes voeux. Nous-mêmes vers vous aussi et à toute votre famille. Alors, l'actualité, on va commencer par l'actualité, dont on en a parlé tout à l'heure avec Dani Aïda. Le gouvernement a enfin décidé de nommer les membres de la commission de réflexion sur les réformes. On savait déjà que 2 ans auparavant, la présidente de cette commission a été nommée en la place de Mme Waranana. Et maintenant, on connaît les membres de la commission, plus besoin de les citer ici. Quelle est votre question en tant que leader de parti d'opposition? Je vous remercie. Peut-être dans cette émission, c'est la première fois que je réagis par rapport à cet événement qui occupe les médias ces jours-ci. Mais sinon, j'ai déjà eu à réagir par rapport à la mise en place de cette commission sur d'autres médias. Et effectivement, nous avons suivi la mise en place de cette commission 2 ans après que la présidente a été nommée. Et notre première réaction, c'est la composition de cette commission. C'est notre première réaction. Notre seconde réaction, quel est réellement le cahier de charge de cette commission? Et la troisième question que nous nous posons, quel est le calendrier, quel est le temps qui est donné à cette commission de travail? Et par rapport à la composition, vous connaissez ma réponse. Et nous disons qu'il y a 2 choses. D'abord, le processus, elle est cavalière, unilatérale, et secondairement, il est biaisé. Pourquoi vous le dites? Est-ce que vous connaissez les thèmes de référence qui ont donc conduit à la mise sur pied sur cette commission? Mais vous savez, nous avons notre breviaire par rapport à ces réformes, c'est l'accord politique global. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit que la commission a été mise sur pied sur la base de l'APG. Et on ne sait pas, donc on attend de voir avant de contester, ou bien M. Couissant. Oui, il n'a pas dit que c'est par rapport à l'APG que cette commission a été mise en place, mais nous savons que tout ce qui est réforme politique, institutionnelle, constitutionnelle dans notre pays, le document de référence, c'est l'accord politique global, qui a été signé en 2006. Et si même après cet accord, il y a eu des commissions qui ont été mises en place, notamment la CVGR, après cette commission pour les réformes, tout découle de l'accord politique global de 2006. Et vous savez dans quel esprit cet accord avait été signé. C'était un accord qui avait été signé par les 3 grandes parties de la vie politique, sociopolitique de notre pays, à savoir le parti au pouvoir, l'opposition et la société civile. Et depuis toujours, on est resté dans ce schéma. Et l'accord politique global prévoit que les réformes doivent se faire sur la base de consensus.
Donc c'est pour cela que nous disons que si cette commission a été mise en place sans qu'il y ait discussion avec les membres de l'opposition, ça a été fait de façon unilatérale. Et biaisé parce que ceux qui s'y trouvent sont tous des personnalités proches du parti au pouvoir. Vous dites tous, y compris les universitaires? Pratiquement. Non, de toutes les façons, les universitaires. Pour ce que je sais quand même qu'il y a eu des prises d'opposition de par le passé qui rapprochent certains du parti au pouvoir. Des prises d'opposition à des moments importants de la vie de notre pays qui, pour moi, les rapprochent du parti au pouvoir. Oui, alors est-ce que le Parti Santé du Peuple est prêt à envoyer un représentant au sein de cette commission si on l'avait sollicité? Oui, ça je crois que c'est une question importante. Vous savez, le Parti Santé du Peuple n'était pas partie prenante de l'accord politique global. Et le Parti Santé du Peuple n'était même pas encore né quand il y avait la signature de l'accord politique global. Ça aurait été notre volonté de participer, d'apporter notre contribution si on était sollicité à rester par exemple dans cette commission. Mais on ne le ferait pas pour la simple raison que ceux qui ont signé cet accord en tant que parti politique sont là. Et je pense que si même Santé du Peuple doit participer à une commission comme cela, il faut que ce soit décidé de façon concertée au sein de l'opposition et que tous les autres membres de l'opposition soient d'accord sur cela. Mais participer, nous ne sommes pas contre. Mais il faut donner quand même la priorité et la prééminence à ceux qui ont participé. Signer l'accord cet accord à l'époque. Voilà, donner leur prééminence. Si ensemble, on trouve que le Parti Santé du Peuple peut faire l'affaire, on le ferait. Mais s'il fallait respecter donc le calendrier datant, on peut dire que la plupart des partis n'existent plus. Le RPT n'est plus là, l'UFC entend un peu changer, puisqu'il y a session, on a vu à la naissance de l'ANC, le cas, il y a eu session, il y a les FDR qui sont là. Alors s'il faut respecter l'esprit de ce APG avec la configuration, les choses ont changé, M. Kwessan. Oui, je suis d'accord, parce que ça a évolué, mais aujourd'hui nous savons quand même que il y a plusieurs partis politiques qui sont nés de la cendre de ceux qui ont signé cet accord politique global, et ça tout le monde le sait. L'UNIR est né sous la cendre du RPT, l'ANC, etc. Donc je pense qu'il y a même parmi les personnalités qui dirigent aujourd'hui ces partis politiques qui étaient à la signature de l'accord politique global. Des personnalités physiques, je veux dire, qui étaient à la signature donc de cet accord politique global. Et je pense que ces partis politiques représentent valablement ceux qui ont eu donc, à prendre part à la signature de cet accord politique global. Oui, alors la question que j'avais posée précédemment était liée à un fait. Tout dernièrement, il y a le HCRUN qui a organisé un atelier et tous les partis, comme je dis, plusieurs partis politiques de l'opposition étaient invités, mais il y en a qui n'avaient pas répondu, qui estimaient que c'était une rencontre de plus. Alors aujourd'hui, cette commission est un peu le résultat donc de cet atelier. Alors ayant boycotté les assises de l'atelier du HCRUN, est-ce que vous êtes en train de voir ces partis-là qui ont boycotté cette assise faire partie de cette commission qui a été mise en place? D'abord, je refuse d'accepter que cette commission est le résultat de l'atelier de l'HCRUN. Je continue par dire que la base de l'accord politique global, c'est la base de la commission sur les réformes, c'est l'accord politique global. Si entre-temps, il y a eu l'atelier de HCRUN, c'est bien, mais je n'accepte pas que la mise en place de cette commission soit un résultat de cet atelier qui, lui-même, n'est que le résultat de l'accord politique. Oui, peut-être la commission est présidée par Awa Nana, qui a été boudée par plusieurs partis de l'opposition pour le fait qu'elle est à la tête du HCRUN. Oui, j'en viens. Alors, étant présidente d'une commission, est-ce que ces partis qui avaient boudé Awa Nana peuvent siéger au sein de cette commission si on les avait approchés? Non, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas Awa Nana qui était boudé par ces partis politiques.
Ce n'est pas un âme. C'était peut-être l'esprit. Moi, je ne fais pas partie de ces... Je ne suis pas membre de ces partis qui ont boudé, mais je pense que ce n'est pas une question nécessairement de personne. Mais c'était l'idée qu'on allait encore faire un atelier de plus et qu'il fallait aller tout simplement au résultat. Il fallait aller tout simplement sur la ligne tracée par l'accord politique global. Mais ce que je voudrais aussi dire, vous savez, les mentalités évoluent. Les mentalités évoluent. Il y a par exemple les partis, je sais par exemple que vous parlez de l'ANC. Vous avez vu par exemple l'ANC avait refusé d'aller au sommet sur la sécurité maritime, mais l'ANC a ratifié la charte et la charte produite par ce sommet. Vous êtes d'accord avec moi? L'ANC avait refusé d'aller à l'atelier de H-Cru, mais a participé à l'atelier sur la décentralisation. Ça veut dire que les mentalités évoluent. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que tout simplement parce que ceux-là ont refusé de participer qu'au moment de mettre sur pied la commission sur les réformes, qu'il ne faut pas donc leur faire... C'était juste une question. Oui. Alors, monsieur de ça, je dis la commission, les membres sont connus, donc alors, ne faudrait-il pas les laisser travailler et les juger à la fin comme le souhaite par exemple M. Agboué Kodjo au début? Mais vous savez, c'est vrai que la commission est mise en place et il faut la laisser travailler et le juger au résultat. Mais des fois, les résultats ne suffisent pas. Parce que quand vous prenez par exemple la CVJR, quand la CVJR avait été mise en place, on avait critiqué la CVJR. On avait dit qu'on n'était pas d'accord avec la CVJR. Mais la CVJR a produit un résultat apprécié et réclamé par tout le monde aujourd'hui. Mais en réalité, ce qui était dit à l'époque, c'était qu'il fallait mettre en même temps, c'est-à-dire la commission sur les réformes et en même temps la commission pour les réparations. Et on allait faire les réparations au même moment qu'on allait mettre la commission sur les réformes. Ça allait permettre, c'est-à-dire une fois la réparation faite au sein de la population, ça allait permettre à cette population d'être plus ouverte aux réformes qui allaient être faites. La preuve, la CVJ a produit ces résultats depuis, que tout le monde juge de bons résultats, mais jusqu'à ce jour, les faits ne suivent pas réellement. Il n'y a pas la réparation. Le H-Cru est déjà installé, donc le H-Cru aura bientôt les fonds pour les réparations. Oui, mais l'atelier, le rapport de la CVJ a été déposé quand? Il y a combien d'années? Plusieurs années déjà. Il y a combien d'années? Et c'est maintenant qu'on est en train de mettre sur pied la commission pour les réformes. Alors que ce que les gens réclamaient à l'époque, c'était de mettre tout de suite en place la commission pour les réformes et de mettre en place la commission pour la réparation. On aurait fait de cette manière-là, on allait évoluer. Donc, ce n'est pas que le résultat qui compte. Et puis, aujourd'hui, nous disons qu'il faut laisser cette commission travailler et la juger au résultat qu'elle va produire. Mais j'ai dit tout à l'heure, le calendrier. Quel est le temps qui est imparti? Peut-être on le saura. Hein. Voilà. Donc, le jour où la commission sera officiellement installée, on le saura. Si vous faites un an pour produire, vous faites 6 mois pour produire un bon rapport, c'est un bon rapport. Si vous faites un an pour produire un rapport, c'est un bon rapport. Si vous faites 5 ans pour produire un rapport, on dira que c'est un bon rapport. Mais est-ce que c'est bon parce que c'est bon dans les tests ou est-ce que c'est bon parce que ça a produit les résultats escomptés par... C'est le timing qui vous pose problème aujourd'hui. Il y a ça aussi. Il y a cela aussi. Il y a le cahier de charge. Qu'est-ce que cette commission vient faire exactement? Elle va réfléchir sur les réformes à faire. C'est bien qu'elle ait commission de réflexion. Elle va réfléchir sur les réformes à faire. Est-ce que ce sera une révision constitutionnelle? Est-ce qu'on ira vers carrément une autre constitution? Quelle est réellement? Peut-être qu'on le saura après réflexion. Oui, mais ce que nous devons, ce qui est prévu par l'accord politique global, ce n'était pas de passer à une autre république. En 92, on a eu une bonne constitution. On dit que ça a été imposé au général. Non, moi je me souviens très bien. A voté pour cette constitution-là. On dit tout simplement de remettre en place les articles qui ont été changés. Est-ce qu'on a besoin de faire tout cela autour de ce problème? Le président veut aller au-delà des réformes politiques et faire d'autres réformes. Mais vous savez, avant de dire qu'il faut aller au-delà, il faut faire d'abord
ce qui est simple et ce qui est rapidement faisable. Et c'est quoi les 2 tours de scrutin? Le mode de scrutin. Et est-ce que vous pensez que la préoccupation des Togolais, c'est le mode de scrutin? La limitation de mandat, le mode de scrutin, il faut au moins faire ces réformes-là. Ça, là, on n'a pas besoin de passer du matin au soir. Monsieur, c'est une question. Pour faire ces réformes. Une question. Est-ce que vous pensez que si on limite les mandats et qu'on a les 2 tours de scrutin, ça fera gagner l'opposition aux élections? Puisqu'on se rappelle, dans ce pays, l'opposition a demandé un bulletin unique, l'opposition a demandé la CENI, mais depuis lors, rien n'a changé dans les résultats des scrutins. Donc pourquoi vous poser le problème en termes de la victoire de l'opposition? Je ne pense pas que nous devions poser le problème en termes de la victoire de l'opposition. Il y a une constitution qui a été votée. Les articles ont été modifiés. En 2005, il y a eu des problèmes. On a décidé en 2006 de s'asseoir et de revenir à la constitution de 92, de faire les modifications constitutionnel qu'il faut pour remettre la constitution dans son état initial. Mais est-ce que ça veut dire qu'on le fait pour que l'opposition gagne les élections? Je ne crois pas. Ce n'est pas ça. C'est ce qui est demandé. Maintenant, si les gens pensent que si on le fait, c'est donner la chance à l'opposition de gagner les élections, de prendre le pouvoir, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Alors, on va évoluer. Juste la question, on va évoluer. Okay. On va évoluer. Donc, vous avez suivi en fin d'année l'adoption du budget de 2007. Pour une fois, le Togo a dépassé le cap de 1000 milliards. On a voté un budget de 1227 milliards de francs CFA et 21% d'augmentation par rapport à l'année 2016. Votre réaction? Bon, par rapport au budget qui a été voté, d'abord, moi, avant de venir peut-être aux chiffres, moi, j'avais toujours dit dans mes interventions qu'il faudrait qu'à l'avenir, que le projet de budget puisse être mis également à la disposition des partis extra-parlementaires pour que nous ayons à réfléchir également sur ce document. C'est vrai que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de vote, mais on peut au moins nous permettre de réfléchir sur ce document, ne serait-ce que pour voir si les grands principes budgétaires sont respectés. Bon, je ne suis pas économiste, mais je sais qu'il y a de grands principes budgétaires. Je sais que l'annualité est respectée, le principe de l'unité est respecté, mais d'autres principes qui ne sautent pas à l'œil, tels que le principe de l'universalité, de la spécialité, etc., de la sincérité budgétaire et autres, je ne sais pas, pour qu'on puisse voir si également il y a tous ces principes qui sont respectés. Maintenant, par rapport au budget même, ce n'est pas aussi le chiffre 1200 milliards qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est un peu ce que je viens de dire, il y a ce que les économistes appellent le principe de la spécialité budgétaire. Est-ce que tout ce qui est dit, c'est-à-dire est-ce que toutes les dépenses qui sont prévues ont un objet bien clair? Et il y a ce qu'on appelle aussi la sincérité budgétaire. Est-ce qu'il y a l'exactitude? Est-ce qu'il y a la cohérence dans ce qui est dit? Est-ce qu'il y a l'exhaustivité? Donc je pense que c'est ça qui est le plus important. Le chiffre, pour moi, m'importe peu. Mais ce que je vais dire par rapport aux chiffres, il y a deux choses. Il y a d'abord la participation de nos sociétés d'État. Quand vous... Dans le budget. Dans le budget. Vous faites allusion en termes de dividendes. À la Lonato, oui, à la au port autonome de Lomé, à la société aéroportuaire de Lomé, Toko, etc., et à l'UTB. Donc, quand on voit la participation de ces sociétés d'État en termes de dividendes, mais ça ne dépasse pas 10 milliards de francs CFA. Non, ça dépasse plus Togo Télécom et Togo Cell vont donner 18 milliards, ça dépasse déjà. Non, c'est ce qui avait été prévu. Mais ce qui est donné, il faut aller chercher ce qui est donné réellement. Par exemple, si vous prenez une société comme la SNPT, ça a été cumulé sur 4 ans. Dans 1 milliard. 1 milliard. Oui. Donc, moi, c'est ça qui est frappant, d'abord pour moi. La participation de ces sociétés d'État au budget de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dette intérieure.
35% seront destinés à régler la dette intérieure. Donc 35% à rembourser le service de la dette. Mais c'est ahurissant. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et puis il faut vous dire que cette dette intérieure est due en grande partie au préfinancement. C'est au préfinancement. Au préfinancement des sociétés dans les investissements. Et vous avez surtout les routes. Et surtout les routes. Et vous savez tous les problèmes qu'on peut avoir avec les préfinancements. C'est la surfacturation. C'est la difficulté de contrôle. Parce que vous savez que quand il y a le préfinancement, il n'y a pas de marché public. C'est ça. Il n'y a pas de marché public. C'est des appels gré à gré. C'est des contrats gré à gré. Oui. Donc, l'autorité de régulation des marchés publics ne peut pas contrôler. Il y a un service au niveau du ministère des Finances qui est la direction du contrôle des marchés publics. Je ne sais pas ce que cette direction peut faire dans ce cas-là. Donc, il y a manque de contrôle. Et il y a donc et puis il y a l'absence de compétences, ou bien on n'est pas sûr de la compétence de ces sociétés, parce que les sociétés sont acceptées sur la base de leur capacité financière que sur la base de leurs compétences. Et tout cela pose un certain nombre de problèmes. Donc moi, ce sont les choses qui m'ont frappé dans ce budget. Et je pense aussi que d'un autre côté, quand il y a une dette intérieure aussi lourde, même celle qui n'est pas due au financement, mais il faut que les sociétés à l'intérieur également puissent être payées pour qu'il y ait circulation d'argent à l'intérieur. Et 46% du budget sera au niveau du social, et du coup, il ne reste pas de marge pour vraiment le développement du pays. Ça, c'est clair, c'est ce qui nous a été dit, mais en réalité, pour le moment, nous ne voyons pas clairement ce qui est donné à la santé, ce qui est donné à l'éducation, etc., etc. Généralement, la santé, c'est entre 5-6%, alors que les clauses communautaires, 15 à 20%. 15 à 20%. Et puis, dites-vous, quand ils étaient à Abuja, ce n'était pas l'OMS qui avait imposé les 15%, l'OMS avait dit 10%, mais c'était les chefs d'État eux-mêmes qui ont dit non, nous allons à 15%, nous pouvons faire 15%. Et depuis, personne ne fait cela, c'est autour de 5 et de 6%. Le temps, nous allons vraiment pratiquement à la fin de l'émission, mais on va dire un mot sur le franc CFA. Ce sujet-là, vous le suivez de près ici. Aujourd'hui, les voix s'élèvent de gauche à droite. Demain, le 7 janvier, dans plusieurs capitales africaines et même à Paris, les gens vont manifester pour demander aux Africains ou bien aux dirigeants africains de se retirer du franc CFA. Quel est votre avis là-dessus? Pour le franc CFA, c'est vrai que quand vous suivez toutes les explications qui sont données, il y a des choses beaucoup de choses qu'on a appris par ces derniers temps. Le franc CFA, il y a des difficultés qui sont liées à cela. C'est un franc qui, d'abord, était lié au franc français, mais qui n'existait plus lui-même. Aujourd'hui, c'est arrimé à l'euro. Arrimé à l'euro. Et puis, c'est un franc qui, selon les économistes, ne permet pas des transactions au niveau communautaire. Ça pose effectivement, il parlait de moins de 15% de transactions de cet argent au niveau communautaire. Vous allez dans les villages, vous ne trouvez pas pratiquement la circulation du franc CFA. Et puis, c'est une monnaie qui est frappée hors de chez nous. C'est frappé en France. En France. Nous ne savons pas où cela se situe. Dans 2 villes en France. Dans 2 villes. Donc, je pense que c'est un débat, et c'est le professeur Noubouko que je respecte beaucoup, qui porte cette bataille. Je tiens donc à le féliciter. Donc ici. Vous le soutenez. Vous êtes pour aussi le retrait. C'est ce que je dis. Donc j'en viens. Donc je suis pour le retrait du franc CFA, mais peut-être ce que je reproche un peu au professeur Noubouko, c'est de ne pas faire assez le combat pour les réformes politiques. Parce que, vous savez, il ne faut pas semer sur des terres arides. Il y a un problème de bonne gouvernance. Il y a un problème de gouvernance. Dans le pays. Il y a un problème de gouvernance. Et le professeur Noubouko a souvent l'habitude de donner l'exemple d'un enfant qui pédale, qui doit commencer par pédaler. Et quand on lui pose la question, qu'il n'y a pas de... Oui, mais le franc CFA, c'est pas seulement le Togo. Et donc, le combat du professeur Noubouko... Non, le combat du professeur Noubouko est d'abord africain.
Et le poisson Mboko, c'est une personnalité internationalement connue. Oui. Il ne peut pas s'arrêter tout simplement au Togo. Moi, je lui demande. Et puis le franc CFA. Le Togo, ça ne va pas sortir du franc CFA. Quand il fait le combat, c'est toute la zone Vous franc. pensez que le pays aujourd'hui, tel que on le connaît, peut aujourd'hui gérer leur propre monnaie, frapper les propres monnaies, les gérer sans qu'on ait de problème? C'est pour cela que on a vu le Zimbabwe, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Zimbabwe? C'est pour cela que je dis. Et la RDC aussi. Non, c'est pour cela que je dis d'abord, il faut qu'on fasse le combat pour la bonne gouvernance. Pas qu'il faut d'abord, mais de façon concomitante. C'est-à-dire les deux doivent aller de pair. C'est-à-dire au même moment qu'il y a le combat pour la sortie du franc CFA, il faut qu'il y ait le combat pour la bonne gouvernance politique dans notre pays. Et quand le président Mboko donne souvent l'exemple de l'enfant qui va savoir, qui va apprendre à pédaler, et il dit, bon, le père est pris entre le dilemme de donner le vélo à l'enfant qui risque de tomber, de se blesser. Un peu, vous connaissez, il a souvent... Ouais, il a dit, si on l'a vu, d'accord. Moi, quand il dit ça, ce que moi j'ai plutôt à dire par rapport à ça, j'ai à lui dire par rapport à ça, c'est que au lieu de donner un vélo à 2 roues à l'enfant, on peut lui donner un vélo à 4 roues. Vous connaissez le vélo à 4 roues. On lui donne le vélo. Il ne saura jamais pédaler. Non, il saura pédaler. Il saura pédaler. Petit à petit, il saura pédaler, mais il va moins chuter et moins se blesser. Voilà. Donc, il faut qu'on lui donne un vélo à 3 roues derrière, et petit à petit, il va savoir pédaler, il va moins tomber. Mais le résultat, in fine, sera le même. Donc il faut en même temps qu'on fasse le combat pour la sortie du franc CFA, faire en même temps le combat pour les réformes politiques, la bonne gouvernance politique dans notre pays, de façon concomitante. Merci Dr William Koussin, l'émission s'achève ainsi. On vous donne 30 secondes pour faire la conclusion. Rapidement, on a un peu brûler le temps de nos amis de radio City FM. Non, bon, je vous remercie. Hein. C'est la première fois que je viens dans cette émission. J'en suis très heureux. Et je profite, je l'ai déjà dit, pour présenter mes voeux à tout le peuple togolais. Je le fais encore une fois parce qu'on ne le fera jamais assez. Merci pour également M. Fabrice Pékézé qui a posé des questions très, très, très pertinentes. À très bientôt. À très bientôt. Ouais, ben, on va recevoir, hein. On est là, donc c'est vous qui êtes pratiquement jamais libre. Non, bon, on espère que vous serez un peu disponible. On vous aura. Mais non, médecin de casquette, docteur en pharmacie, docteur en médecine générale, vous avez fait beaucoup de choses. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Docteur de ce jour s'achève ainsi. Toutes nos excuses auprès de nos auditeurs de City FM. On a brûlé un peu de temps. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bon week-end à vous tous et à très bientôt.